Alors oui, ceci est ma nouvelle voiture. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau daily. Alors oui, je suis resté chez la maison mère Suzuki. La Swift Sport, elle a été remplacée par ce SUV à deux roues, le V-Strom 1050 XT. Alors, il y a déjà eu 3 générations de V-Strom chez Suzuki. Les premiers datent du début des années 2000, qui étaient particulièrement dégueulasses, il faut se le dire. La deuxième génération, elle, est arrivée un peu après les années 2010. J'en ai eu un, mais en version 650, que j'ai gardé très exactement une semaine avant d'aller faire la bise à une Clio. Ce qui veut dire que je viens déjà de battre mon record de longévité sur un V-Strom, parce que j'ai celui-ci depuis 3 semaines. Et on est donc ici avec la dernière génération de V-Strom, celle qui est apparue en 2020, avec un modèle exactement ici de 2022, le V-Strom 1050 1050 XT. Alors 1050 pour différencier de la génération d'avant, qui était le V-Strom 1000. Je vais manger les mouches. Je me suis douché ce matin, barre-toi. Je vais te manger. Comment ça, mon ref? Bon, je disais, V-Strom 1050 cette fois-ci, parce qu'ils ont décidé comme ça. Le moteur est exactement le même que la génération d'avant, qui s'appelait 1000. Le 1050, c'est juste pour dire que c'est les nouveaux putains de bouches de merde. Je vais y arriver. 1050 XT de 2022, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en 2024 quand je tourne cette vidéo. En 2024, il y a eu un restylage de ces V-Strom. Bon, alors on est toujours sur la même génération, c'est juste que maintenant, il s'appelle plus XT pour la version tout-terrain. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais la version XT, c'est le plus du V-Strom. T'as le V-Strom classique et t'as le V-Strom XT, qui a des airs de tout-terrain, mais qui a surtout un max d'options en plus. J'y reviens tout de suite après. La version XT, du coup, est remplacée en 2024 par la version DE. La version classique, c'est SE. La version XT, tout-terrain, off-road, option plus, premium, ketchup moutarde, c'est la version DE. SE pour Sport Edition, DE pour Désert Edition, je crois. Très brièvement, on est sur quoi? On est sur les Maxi Trail de chez Suzuki. T'as pas au-dessus, chez la concurrence, t'as au-dessus largement. Mais chez Suzuki, en tout cas, si tu cherches un trail, que ce soit routier ou off-road, tu n'auras pas au-dessus. Oh, je l'ai baisé. Moi, je l'ai bien baisé. Un trail, qu'est-ce que c'est? À l'inverse du Scrambler qui est beaucoup plus vieux que le trail. Le Scrambler est apparu dès les années 20. C'était une moto de route qu'on adaptait pour faire un peu de off-road, c'est-à-dire avec un échappement surélevé, des pneus tout-terrain. Le trail, à l'inverse, lui, c'est une moto tout-terrain qu'on a adaptée à la route. Les trails sont surtout arrivés à partir des années 70 avec l'avènement du Dakar et du Paris-Dakar à l'époque. Ça passait à la télé, il y avait ce genre de moto qui ressemblait beaucoup à ça, qui était plus du style enduro à l'époque. Les gens, en voyant ça à la télé, ont voulu rouler avec le même genre d'engin, ce qui fait qu'on est arrivé dans les années 80, début 90, à un avènement du trail. Tous les constructeurs ont sorti leur gros trail de l'époque. Alors gros trail à l'époque, c'était du 600, 700, 800 cm3, c'était vraiment énorme à l'époque. Aujourd'hui, on est sur des valeurs qui sont jusqu'à 1300 cm3. Les plus anciens d'entre vous, les plus nostalgiques, les plus passionnés peut-être, l'auront bien remarqué, mais ils ont complètement joué la carte de la nostalgie Suzuki. Cette moto est complètement dérivée du gros trail de l'époque qu'ils avaient sorti, les fameux DR 750, 800 même par la suite, qui sont sortis fin des années 80, début 90, pendant cet âge d'or du trail. Je vous mets une photo par là pour pouvoir comparer les deux, parce qu'en plus il existait une version qui était dans les mêmes couleurs que celle-ci, c'est rouge et blanche. On capte tout de suite d'où vient l'aspiration, quoi. Style que tu adores par nostalgie ou par peut-être goût bizarre comme les miens, ou que tu détestes en fait. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est très spécial comme style. Du coup, je viens de le dire, moi j'adore. J'adore. Ce petit côté un peu rétro, il y a une certaine dichotomie par rapport à cette moto. J'ai placé dichotomie dans une vidéo. Et autant avec la première génération, Suzuki faisait vraiment des motos rationnelles au niveau du look, des motos qui passaient partout, tu te retournais pas dessus. Avec la deuxième version, ça a déjà commencé à changer un petit peu. Il y avait des versions qui sortaient avec un jaune fluo qui te brûlait un peu la rétine. J'aimais bien, hein. Le mien était jaune fluo d'ailleurs, qui n'était pas assez visible pour le conducteur de la Clio apparemment. Alors la rancœur, finalement, c'est quoi?
Mais autant là, cette fois-ci, sur cette moto, Suzuki, ils veulent qu'on se retourne. Quand tu vois ces couleurs-là, quand tu vois ce look, une moto qui sort des... Ah, j'ai pas le mot, des standards. Ça ne laisse pas indifférent. Donc cette moto, comme je le disais, est équipée d'un 1037 cm3, qu'on retrouve juste ici, bicylindre, classique pour un trail. Position caca sympa. Disposé en V, donc un V-twin. Donc un moteur qui délivre un peu moins de 110 chevaux. On est sur 107 chevaux, je crois, 108, pour une bonne centaine de newtons de couple. Dans la catégorie des maxi trail, en fait, on est plutôt bas. Si on compare aux plus gros trails vendus chez les autres constructeurs, on va être par exemple chez Triomph avec le Tiger 1200. On est sur des valeurs qui sont à 140, 150 chevaux. Pareil chez BMW avec la 1250. La VR 6000, elle aussi, propose quelque chose comme 120, 130 chevaux. Donc on est vraiment plutôt bas. À la rigueur, la concurrente directe, ça serait l'Africa Twin 1100 qui a à peu près les mêmes valeurs de puissance, peut-être un peu moins, 102 chevaux, mais qui est beaucoup plus légère aussi. Donc ça, on en reparlera aussi du poids. J'ai pas tapé la GoPro. Allez. Bon, maintenant qu'on est en marche, je peux parler du problème de cette moto. C'est pas son manque de puissance, parce que 110 chevaux, je l'ai dit, c'est suffisant. Non, le problème, c'est un peu son poids. J'ai l'impression de redire exactement la même chose qu'avec la Ninja. Sans les valises et tout plein fait, on est à 247 kg. 250 kg, ça commence à faire un sacré poids. Pour la même puissance, les concurrents font facilement 15 voire 20 kg de moins. Le poids, encore une fois, c'est pas son point fort. Le but de Suzuki avec cette moto, c'est de proposer quelque chose de raisonnable. Un maximum d'options, d'agréments de conduite, une puissance suffisante. 110 chevaux sur une moto. Il y a 15 ans, on avait des sportifs qui dépassaient pas les 106 chevaux. On est quand même sur quelque chose de largement suffisant. Ça pousse. Mais ça reste raisonnable, surtout pour un prix qui est vachement contenu. On est sur le Maxi Trail en neuf. Il me semble le moins cher du marché aujourd'hui. Le rat. On est donc sur la version XT. Donc XT, ce que je disais, c'est que c'est la version un peu off-road, mais surtout premium plus ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options que la version de base n'a pas. La version de base est un peu dénudée, justement. Donc celle-ci est très intéressante, surtout qu'elle n'est pas beaucoup plus chère pour la quantité d'options qu'il y a en plus. Alors je fais pas spécialement d'off-road. Tu pourrais te dire pourquoi est-ce que tu as pris ça. Pourquoi faire? Tu vas voir la liste que je vais te dérouler, c'est vachement intéressant. Donc par rapport à une version standard, on va avoir les jantes à rayons, une béquille centrale, les crash bars. Ah oui, tu vas avoir également un demi-sabot moteur. Alors Suzuki les gars, je vous adore, hein, j'aime bien ce que vous faites, mais là je t'avoue, j'ai pas compris. Il comprend rien, les cons. À la base, tu mets un sabot moteur pour protéger, quand tu fais du off-road, surtout sur une version off-road comme ça, protéger des gravillons, des cailloux, de toutes les merdes que tu pourrais choper à cet endroit-là, protéger le bas moteur et surtout, par exemple, le filtre à huile qui est là, et les sabots moteurs qui sont juste pour protéger rien du tout en fait. Vous vous êtes fait chier à ingénierer deux demi-sabots moteurs pour les fixer et qui ne servent à rien. Ça, c'est con. On en revient aux options, tu as donc des pare-mains, plus des pare-vents qu'autre chose, hein, parce que c'est... Sur l'autoroute, ça fait son taf. Le guidon, lui aussi, est légèrement plus large et aussi légèrement rehaussé. On a une bulle réglable. Il me semble que de base, elle n'est pas réglable sur la version classique. N'hésitez pas à le dire si je me trompe. Et cette fois-ci, merci Suzuki, pour le coup, vous avez écouté les critiques. On a une bulle qui est réglable sans outils. Sur les versions précédentes, il te fallait une petite clé Allen, une clé Ikea, pour venir dévisser ta bulle, la remonter et la revisser, qui n'est pas bien pratique. Bon, alors on n'a pas encore une bulle électronique, mais au moins, tu peux venir la régler. Tac, tac, et je reverrouille. Et voilà, t'as gagné 5 cm, ce qui est déjà pas mal en vrai. C'est un tout petit sexe. Alors, le reste va se trouver essentiellement sur de l'électronique. On a un petit régulateur de vitesse, c'est trop bien. Tu peux t'endormir sur l'autoroute sans les mains maintenant. Petit écran LCD, l'ABS de série. Ce qui est différent de la version standard, c'est que celui-ci, tu as l'ABS en virage également. Donc sur ton écran, il est réglable sur 2 niveaux différents. Tu as également une centrale inertielle à l'intérieur de la moto, ce qui te permet des choses que je ne soupçonnais même pas sur ce genre d'engin. La moto détecte le poids qui est chargé dessus et ensuite adapte son freinage. Comme ça, toi, tu exerces toujours la même pression sur le frein, que tu sois tout seul ou en duo avec les valises. Je ne connaissais pas ça sur les motos. Il y a aussi des choses que tu as qui sont très voituresque, comme par exemple, si tu prends ton frein avant très fort quand tu es à l'arrêt, tu as une assistance pour le démarrage en côte. Là, j'ai pas eu besoin par exemple de toucher à l'accélérateur. C'est des petites assistances comme ça qui font plaisir. Le but c'était pas de proposer une moto ultra performante, ultra technologique, c'était de proposer une moto qui arrive à faire tout bien dans son domaine. On a une puissance qui est suffisante, on a des équipements qui sont plus que suffisants, alors qu'ils font un peu rire comparé à une 1250 par exemple aujourd'hui.
On a une autonomie qui est bien, on a une assise qui est confort, on a un look qui, moi, j'aime beaucoup. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop, mais on a un look qui est quand même assez atypique. Une moto qui est connue pour être très fiable. Le mec chez qui je l'ai acheté, il venait de faire l'entretien sur un Vestrom 1050, il venait de passer les 200 000 km. Il y a des voitures qui font pas 200 000 km. Coucou Peugeot. Pour ce qui est de l'assise, franchement, on est bien. La moto est pas très large. Alors, peut-être que sur des longs trajets, on aurait préféré avoir une assise un peu large, parce que du coup, il y a qu'une faible portion de mon cul qui touche la selle en fait. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que sur des longs trajets, tu fais un Paris-Marseille avec, je suis pas certain que tes fesses te remercient à la fin du trajet, quoi. Ah oui, et la dernière option dont je n'ai pas parlé, c'est que tu as une selle qui est réglable en hauteur sur 2 niveaux. Réglable, oui, mais chiant. Hein. Faut que tu enlèves la selle, que tu rajoutes des sortes de cales qui sont fixées sous la selle pour venir la rehausser, ou que tu enlèves ces cales, puis que tu reviennes fixer la selle. Une petite molette en dessous, ça aurait été sympa, mais on a déjà l'abus de réglage sans outils. Peut-être pour la 4e génération, on aura la selle réglable sans outils. Hein. Tu auras peut-être remarqué, mais j'ai également rajouté 2-3 choses dessus, comme par exemple cette magnifique bagagerie. Pour ma défense, les deux valises étaient déjà vendues avec la moto quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté d'occasion. Bon, valises que j'ai laissées pour l'instant parce que j'en ai besoin régulièrement, mais valises qui sont pas en super état. Le propriétaire avant mettait beaucoup de sacoches par-dessus ses valises, et on n'est pas sur des valises de qualité optimale, ce qui fait que la peinture s'écaille un petit peu. Ça fait un petit côté baroudeur dégueulasse. Avec ces 2 valises là, plus ce top case, on arrive déjà sur un volume qui dépasse les 120 litres de chargement. Si je te rajoute une sacoche de réservoir ou de crash bar, on approche vite les 150 litres, je peux même te rajouter encore des sacoches ici sur les valises, on peut dépasser le volume de chargement d'une citadine en fait. Donc c'est bien pratique, hein, parce que comme je disais, j'ai plus de voiture. Ma femme qui a encore sa Twingo 2 justement, pour transporter le chien c'est bien pratique, parce que con comme il est, jamais je le fais grimper là-dessus. Hein. Je l'adore mon chien, mais j'en ferai pas un élevage. Il s'appelle Noupi. Dis bonjour Noupi. Je roule 100% en moto désormais, donc si je veux perdre mon permis très rapidement, j'ai la Ninja 1000 SX qui est au garage. Si je veux perdre mon permis un peu moins rapidement, j'ai celle-ci. On en reparle encore tout à l'heure, hein. Faire un petit peu attention à son permis avec ça. Deuxième inconvénient, c'est qu'il faut faire attention à son permis. On n'a aucune sensation de vitesse, mais quand je dis aucune, c'est aucune. On est haut sur la route, on est protégé du vent, et le couple de cette moto est libéré de la même manière à 2500 tours qu'à 7000 tours. Ce qui fait qu'on n'a pas un gros coup de pied au cul quand tu accélères, mais c'est une accélération qui est constante. Le nombre de fois où tu es 30 km/h au-dessus, 40, sans t'en rendre compte, et il arrive beaucoup plus souvent que sur les autres motos. Dernier inconvénient, je dirais, mais ça après c'est propre à tous les gros bicylindres, c'est que ça vibre un petit peu. Alors, essaye pas de mettre un gros coup d'accélérateur à 2500 tours minute, tu risques de te retrouver avec le coccyx au niveau de la nuque. Ah mais ce bruit par contre, GPR vraiment, là, je comprends pas. C'est complètement con, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a également dessus en plus? Il y a les petits feux longue portée, parce que tu verras mieux de ce côté comme ça, que j'ai mis expressément pour brûler la rétine aux connards qui restent en plein phare la nuit. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Une petite grille de feu purement esthétique, c'est au cas où je prenne des mouches un peu trop grosses sur l'autoroute. Et ah bah oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors tu le vois pas depuis le début peut-être parce qu'il est caché derrière la valise, mais le silencieux qui est caché, Easy. Voilà, un silencieux de la marque GPR, comme sur mon ancien trail exactement. Autant sur la Ninja, j'avais dit, je sais pas comment les gars chez Leo Vinci ils avaient réussi à faire homologuer leurs échappements parce que ça faisait un joli bruit déjà. Autant là, les gars de chez GPR, je sais pas qui est-ce que vous avez pompé pour avoir le petit papier d'homologation, mais merci les gars quoi. Cet échappement-là, il est homologué comme je l'ai monté là. J'ai le papier qui me dit que c'est homologué. Moi, je suis content. Hein. L'attardé qui est à l'intérieur de moi, qui aime bien les gros vroom vroom, il est comblé. Merci GPR. Je me mets sans reflet. Voilà, donc on est sur un petit écran LCD, tous tes réglages ici, donc tu as 3 paramètres que tu peux changer, donc l'ABS sur les 2 versions, le traction control sur 3 positions différentes, et tu as différents modes de conduite, donc en fait c'est différents modes de puissance, autonomie restante qui est intéressante, alors te fie pas à ça, hein, parce que là j'ai 3 barres d'essence sur 5, elle te dit 271 km, ce qui est pas vrai. On est sur un réservoir d'environ 19 litres pour une consommation entre 5 et 6, avant de l'épuiser complètement, tu fais à peu près 300 km. Ce qui est bien pour une moto, par contre ce qui est normal pour un trail. On n'est pas sur une autonomie folle non plus. Et j'appuie sur le bouton rouge. Voilà.
Alors je pense qu'on m'entend plus beaucoup, parce que comme je le disais, je comprends pas que ce soit homologué. Tu remarqueras que le son déjà là est correct. Je pense que ça va saturer énormément, on verra ça au montage. Hein. Bon voilà, j'ai réveillé toute la vallée, donc je vais m'arrêter là. Hein. Mais il va la fermer sa gueule! On est sur une moto qui est un peu l'équivalent du SUV dans le monde de la voiture. T'as vachement de place pour charger, tu peux rouler tranquille, t'es haut sur la route. Mais un SUV un peu sportif parce que le 0 à 100 en 3 secondes 9, tu le fais pas avec un Tiguan. Alors je suis pas un gros fan des SUV, mais si jamais ça se résume à ça dans le monde de la moto, bah j'achète hein. Ah puis ce bicylindre il chante. Aïe 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 aïe. C'est vrai qu'on est vachement haut hein. Genre là je pouvais faire la bise au mec en Renault Master quoi. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, c'est important, ça soutient la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront. Si vous souhaitez partager votre véhicule avec nous, comme la dernière fois, il y a une adresse mail dans la description. On se revoit vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ah les beaux freins, freins de camion. Hein.